3 pays européens, le Portugal, le Royaume-Uni et la France, depuis ce matin, ont interrompu leur liaison aérienne avec le Brésil. C'est que le variant brésilien de SARS-CoV-2 inquiète et il faudrait éviter qu'il ne se propage en Europe. Plus contagieux, plus dangereux, avec une forte capacité de réinfection. Ce variant mute sans cesse et il fait des ravages au Brésil. La majorité des patients hospitalisés aux soins intensifs ont moins de 40 ans. Ce variant a eu tout loisir de se développer au Brésil compte tenu du peu de restrictions sanitaires en place. Une politique assumée, revendiquée par le président Jair Bolsonaro, qui a toujours refusé un confinement national, alors que son pays est l'un de ceux qui affichent les pires statistiques liées au Covid-19. La situation devient difficile pour le président Bolsonaro. Il est critiqué pour sa gestion de la pandémie. Il doit aussi affronter la grogne de l'armée, des milieux économiques. Il voit venir la menace Lula. On va parler de tout ça avec notre invité. Bonjour Maud Chirio. Bonjour. Vous êtes historienne, maître de conférences à l'université Gustave Eiffel, spécialiste du Brésil. Je ne sais pas très bien par où commencer avec vous, tant la situation paraît difficile sur tous les plans. J'aurais aussi pu mentionner d'ailleurs les remplacements multiples de ministres, le départ simultané des commandants de la marine, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, une première dans le Brésil. Est-ce que Jair Bolsonaro a encore le contrôle ? Alors, il tente de garder le contrôle. Effectivement, comme vous le dites, l'aggravation complètement folle de la situation sanitaire dont on ne voit pas d'horizon, puisque l'exécutif ne prend aucune mesure, il n'y a aucune forme de concertation entre les politiques locales et les mesures de vaccination sont encore très loin de pouvoir contenir l'épidémie, d'autant que le vaccin majoritairement utilisé, le Coronavac, qui est d'origine chinoise, est très peu efficace contre le variant brésilien. Donc la situation sanitaire n'a pas de perspective d'amélioration et peu à peu, cela mène à l'isolement de Jair Bolsonaro, isolement des milieux d'affaires, isolement de la classe politique qui a évoqué à plusieurs reprises, y compris les camps qui le soutenaient, la possibilité d'une destitution et isolement ou en tout cas éloignement d'une partie des états-majors des forces armées qui pourtant ont d'une certaine manière fabriqué Bolsonaro, qui ont utilisé Bolsonaro pour eux-mêmes arriver au pouvoir et qui désormais sont au pouvoir. Hein. L'armée est au pouvoir au Brésil, l'armée est majoritaire dans tous les niveaux de l'administration. C'est entouré de militaires, ou plutôt les militaires l'ont choisi comme l'instrument de leur reconquête du pouvoir. Je cherche toujours à bien indiquer que Bolsonaro, c'est un phénomène d'outsider qui est arrivé au pouvoir à la faveur d'une grave crise démocratique, mais qui n'avait pas de parti, qui n'avait pas d'histoire politique, qui est passé de 15% à 49% d'intention de vote en 2 mois, et il a réussi à réaliser cet exploit parce que il a été choisi comme candidat par un groupe, un parti militaire en fait, qui avait une stratégie de conquête du pouvoir bien plus ancienne et qui désormais sont en train de le lâcher. Mais ils sont pas en train de lâcher le pouvoir et la démocratie civile brésilienne est déjà sortie de route depuis très longtemps. Donc il y a la question de l'éventuelle destitution de Bolsonaro dans les mois qui viennent. C'est clairement sur la table et Bolsonaro, à moins de lui-même se radicaliser ou d'arriver à recomposer politiquement les alliances qui le soutiennent, ce qui va être difficile, risque effectivement d'être destitué dans une mesure d'urgence pour tenter de sauver le pays d'une catastrophe sanitaire encore plus grande. Mais s'il quitte le pouvoir, ça ne veut pas dire que la démocratie brésilienne sera débarrassée de tous ses dangers. Au contraire, c'est une démocratie où la justice n'a plus qu'un rôle d'ajustement politique et non plus de respect de l'état de droit, et une démocratie où l'armée a bien décidé de rester au pouvoir. Et est-ce qu'il garde le soutien des milieux économiques ? Parce que Bolsonaro a refusé tout confinement national pour protéger l'économie, c'est en tout cas l'argument qu'il mettait en avant, encore récemment d'ailleurs. Comment se passe sa relation avec les milieux économiques maintenant ? Alors, elle se détend, il y a toujours des soutiens inconditionnels, hein. Tout comme Jair Bolsonaro a dans l'opinion une partie de soutien inconditionnel. Il y a des chefs d'entreprise qui continuent d'affirmer un soutien fort, mais très récemment, il y a une semaine, il y a eu une lettre de 500 économistes qui sont pour la plupart des membres de think tanks qui sont très proches des milieux financiers et des milieux d'affaires, qui ont annoncé qu'il fallait un revirement en termes de la politique sanitaire et donc qui ont manifesté une rupture à l'égard de Bolsonaro. Donc en fait, Bolsonaro s'éloigne de plein de soutiens qui étaient des soutiens extrêmement fermes. Il tente de se recomposer. Hein. Le remaniement ministériel il y a 2 semaines dont vous parliez était une manière de se débarrasser des généraux qui étaient devenus critiques, mais aussi de se refaire
faire une base dans les partis de centre mou qui suivent toujours le plus offrant en termes de postes et d'argent, qu'on appelle le grand centre, le centran, et à qui il a donné tout un tas de postes. Et ces milieux-là sont extrêmement liés à des milieux d'affaires. Donc Bolsonaro est entre la fuite en avant, qui peut avoir une dimension très autoritaire, et une tentative de recomposition qui se traduit également par la modification de son discours sur les masques, sur le vaccin, qui est une modification complètement cosmétique et totalement inefficace sur la progression du virus, mais qu'il montre qu'il essaie d'apparaître comme moins radical sur certains plans. Mais à mes yeux, c'est pas pour l'instant nécessaire pour empêcher la progression du discours sur sa destitution qui est déjà avancé. Néanmoins, et je finis sur ça, pour destituer un président, c'est très difficile de le faire quand il a encore 25% de popularité, ce qui est le cas de Bolsonaro actuellement. Et tant qu'il aura ce socle de popularité d'une population qui est vraiment fanatisée dans son discours, qui ne lit que les fake news et la communication interne du gouvernement, tant qu'il aura ce socle-là, ça va être très difficile de le démettre. Oui, le Sénat brésilien a décidé d'ouvrir une enquête sur sa gestion de la pandémie. Est-ce que, à quel point son sort, vous parlez du choix qu'il a, celui de faire par exemple une fuite en avant, mais à quel point son sort dépend de l'évolution du Covid-19 au Brésil ? Ah bah très largement, hein. Et il faut voir que on est dans un niveau, même si on a l'habitude maintenant d'entendre parler de catastrophes sanitaires, on a vu ce qui s'est passé chez nous, ce qui s'est passé en Italie avant, le traumatisme que ça peut représenter pour la population, mais on n'imagine pas tout à fait bien ce que ça représente actuellement, le fait que on n'a plus l'impression qu'il y a une population précise qui est visée par le Covid, hein, quand vous dites, comme vous dites, 52% actuellement des malades en réanimation ont moins de 40 ans, hein. Donc c'est des gens qui sont très jeunes désormais, et la plupart des autorités de santé et des chefs de service, des médecins, des experts considèrent qu'on est à une semaine, 10 jours du manque de absolument tout, y compris dans les centres les plus équipés du pays, manque d'oxygène, manque de produits de réanimation. Donc on n'est pas du tout au creux de la catastrophe, et on ne sait pas combien de temps va durer le creux. Donc actuellement, les Brésiliens se sentent, les Brésiliens qui ne sont pas des négationnistes de la pandémie, hein, se sentent exposés d'une manière extrêmement importante, les jeunes, les enfants, plus personne ne se sent à l'abri. Mais et qu'est-ce ça, qui évidemment, empêche c'est quelque chose qui va faire s'éloigner, voire se rebeller une partie de l'opinion. Mais alors, qu'est-ce qui empêche Bolsonaro de décréter un confinement national maintenant, par exemple, ou de prendre maintenant des mesures beaucoup plus dures ? Est-ce que c'est une forme d'entêtement ? C'est un entêtement, et c'est aussi que Bolsonaro, comme Trump, un peu, c'est un stratège du chaos. C'est-à-dire, il pense qu'il s'en sortira si la situation est hors de contrôle, si les désordres sociaux sont extrêmement importants. Je pense qu'il y a vraiment c'est pas de l'incompétence qui fait que Bolsonaro s'est entêté dans l'absence de confinement, dans l'hydroxychloroquine, etc. C'est un goût pour prendre le contre-pied de tout ce qui représente une forme d'establishment, au risque du chaos, voire en cherchant un chaos dont il pense pouvoir bénéficier, parce qu'il est dans une position de pouvoir extrêmement claire, hein. Actuellement, malgré l'éloignement de l'armée, d'une partie de l'armée, c'est toujours Bolsonaro le commandant en chef des forces armées. Il a l'armée qui est actuellement intégrée dans les postes gouvernementaux, et surtout Bolsonaro, il a le soutien d'1 million d'hommes en armes qui sont les policiers militaires, qui sont les gardes civils, les gardes municipaux, qui sont une partie des milices privées, qui sont restées extrêmement bolsonarisées, qui sont 5 fois plus nombreuses que l'armée de terre, par exemple, et qui sont complètement susceptibles, en cas, par exemple, de désordre important, de venir à l'appui d'un glissement autoritaire. Quand on voit ce qui s'est passé avec Trump, avec l'assaut du Capitole, quand on voit le discours que le fils Bolsonaro, l'un des fils Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a eu sur l'assaut du Capitole, à savoir, c'était une bonne idée, mais vraiment, ils étaient mal organisés. S'étaient organisés pour tuer tout le monde à l'intérieur, le futur aurait été différent. C'est quelque chose que le fils du président brésilien a dit après l'assaut du Capitole. Il faut donc envisager comme un futur possible une résistance organisée de Bolsonaro à tout éloignement du pouvoir en cas de défaite aux élections ou en cas de menace de destitution, et une situation de troubles civils importants maintenue par un système d'état de siège, d'état de défense, d'intervention militaire. Il y a plusieurs dispositifs comme ça
paralégaux qui pourraient être utilisés par Bolsonaro et dont il aurait des puissances armées pour l'assurer. Il est en train de fédéraliser la police militaire. Il n'est pas en train de faire ça par hasard. Donc, on est vraiment dans une période on est sur le fil du rasoir hein, en termes de fonctionnement démocratique, avec la nécessité de protéger la population, qui n'est pas à 300 000 morts de plus, et pour ça probablement soit d'éloigner Bolsonaro, soit de limiter ses capacités de nuisance, sans savoir du tout ce qu'il va faire pour résister, et en ayant la certitude qu'il va pas se laisser éloigner du pouvoir facilement, parce que un mois après quitter la présidence, Bolsonaro il sera dans des procès divers et variés, dans son implication pour l'assassinat de Marielle Franco, la conseillère municipale qui a été assassinée il y a 3 ans. Bref, c'est sûr qu'il n'échappe pas à la prison, des innombrables affaires de corruption, lui et tous ses fils. Donc, on est dans une situation où les futurs sont sombres et on ne sait pas exactement quelle est la stratégie adéquate pour le camp démocrate, je parle même pas de la gauche, pour des gens qui seraient attachés à la vie de la population et au maintien de l'état de droit, pour que les choses n'échappent pas complètement, y compris ne sortent pas dans un cadre de paix civile. Actuellement, le Brésil n'est pas une situation ni autoritaire, ni une situation de violence civile. Il n'y a pas de violence. C'est un pays qui est en situation de très grave crise, mais pas en situation de violence. Donc, c'est compliqué de se projeter et c'est compliqué d'avoir confiance dans un avenir serein. Merci Maud Chirio, spécialiste du Brésil, d'être venu dans Tout un monde ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous.